KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous. Après cette pause estivale, je suis ravie de débuter une nouvelle saison de Fréquence Banque, l'émission de Radio KPMG qui fait le tour tous les 2 mois de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024, au micro, Kenza Moulin. Cette saison 2024-2025, la 8e de Fréquence Banque et la 10e de Radio KPMG s'annoncent très prometteuses. En effet, en 10 ans, notre radio a produit plus de 500 émissions, dont 56 de Fréquence Banque, et a réuni à son micro des centaines d'invités issus des grandes sociétés du CAC 40, mais aussi de plus petites entreprises, ainsi que les principaux régulateurs et superviseurs, qu'ils soient nationaux ou européens. Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons porter la voix de KPMG encore plus fort et encore plus loin. Au cœur de l'été, nous avons ainsi lancé une nouvelle application avec de nouvelles fonctionnalités. Disponible dès aujourd'hui, l'application Radio KPMG se positionne comme un média innovant au service de tous les secteurs d'activité et notamment du secteur bancaire. Allez vite la télécharger, elle est gratuite et accessible à tous dans l'App Store et dans Google Play. KPMG Fréquence Banque. À l'occasion de cette première édition de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Guénolé de Cadoudal, directeur des actifs numériques chez Crédit Agricole CIB. Participeront également à cette émission 3 associés de KPMG. Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque, Guillaume Petitpas, en charge de l'activité paiement dans le département Customer and Operations, et Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Au cours de cette édition, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire estivale, avec à la une la publication par l'autorité bancaire européenne du programme européen d'examen prudentiel, la No Action Letter de l'EBA sur le report de la réglementation FRTB, la nouvelle consultation de la Banque centrale européenne sur la gouvernance et la culture du risque, et enfin les résultats du premier stress test cyber réalisé pour la première fois à l'échelle des banques européennes. Ensuite, nous enchaînerons avec l'interview croisée de Guénolé de Cadoudal et Guillaume Petitpas, qui nous apporteront leurs éclairages respectifs sur l'euro numérique et ses implications pour les banques commerciales. Enfin, nous clôturerons l'émission avec la traditionnelle chronique verte de Sylvie Miette, qui décryptera les principaux sujets ESG de l'été. Mais commençons tout de suite avec le tour d'horizon de l'actualité bancaire, avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Comme vous, je suis très heureux de retrouver ce micro. Entamons ce tour d'horizon avec la publication par l'EBA, le 8 juillet dernier, de son programme européen d'examen prudentiel, connu également sous l'acronyme de l'ESEP. Publié très tôt cette année, ce programme, Arnaud, a pour objectif d'identifier les sujets nécessitant une attention particulière de la part des autorités de supervision de l'Union européenne. L'objectif de l'ESEP, Kenza, est effectivement de promouvoir la convergence de la supervision en donnant aux autorités compétentes un ensemble cohérent de priorités à mettre en œuvre en 2025. Les autorités sont donc tenues de refléter ces sujets dans leur définition des priorités et de les mettre en œuvre dans leurs activités de supervision quotidienne, de sorte à garantir que les efforts des différents superviseurs dans l'ensemble de l'Union européenne conduisent à l'identification, l'évaluation et la gestion appropriée des risques pertinents. Autrement dit, les priorités qui seront publiées ultérieurement au titre de 2025 par la Banque centrale européenne ou encore l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution intégreront ce qui est demandé par l'EBA dans ce programme d'examen prudentiel. Les banques peuvent d'ores et déjà avoir une idée des sujets clés qui seront à considérer en 2025. Oui, pour 2025, l'EBA identifie déjà 3 priorités, à savoir l'adaptation aux incertitudes économiques et géopolitiques qui augmentent la volatilité des marchés et les risques financiers, la gestion des défis numériques avec le renforcement et la gestion des risques des technologies de l'information et de la communication, mais aussi la résilience opérationnelle, en particulier face à la transformation numérique et à la mise en œuvre du cadre DORA. Et enfin, la transition vers Bâle 3 et la mise en œuvre du paquet bancaire. Avec à chaque fois, Arnaud, des messages à l'attention des autorités compétentes, mais également des établissements de crédit. Oui, tout à fait. Si on prend la première priorité, le BA demande aux superviseurs d'évaluer notamment la capacité des banques à maintenir la cohérence et l'efficacité de leurs stress tests et de leur capacité d'ajustement dans tous les domaines, en raison de la montée des risques géopolitiques et macroéconomiques.
Elle demande également d'évaluer la réduction des expositions sur des pays potentiellement à haut risque politique, ainsi que la mise en place d'un cadre de gestion des risques approprié, ou encore la crédibilité des plans de contingence et de rétablissement permettant de réagir à des scénarios sévères. Et que demande le BA aux établissements de crédit? Le BA leur demande d'anticiper les pressions inflationnistes dans la zone euro générées par les incertitudes mondiales persistantes en raison de la guerre en Ukraine, de la situation au Moyen-Orient, mais aussi des tensions commerciales entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Il leur est également demandé de prévenir les risques d'augmentation des coûts de financement générés par l'imposition de restrictions financières, d'anticiper une hausse brutale des taux d'intérêt des obligations d'État, réduisant la valeur de leurs actifs, ou encore de revoir leur niveau de provisionnement pour se préparer à résister aux pertes générées par les risques émergents et par les chocs financiers. La deuxième priorité de ce programme porte sur les défis numériques avec l'augmentation des risques cybernétiques et la mise en œuvre de la réglementation DORA. Oui, ici, le BA demande aux superviseurs d'évaluer les plans d'action des banques visant à assurer une gestion efficace et prudente des risques TIC, y compris un cadre de gestion bien documenté qui englobe une stratégie de résilience opérationnelle numérique. Le BA souhaite également que les superviseurs évaluent la classification des incidents liés aux TIC et les cybermenaces, conformément aux normes techniques DORA, et la capacité des banques à signaler, en temps opportun, les incidents majeurs liés aux TIC aux autorités compétentes. De même, l'autorité bancaire européenne appelle les superviseurs à examiner l'adéquation et la portée du programme de test de résilience opérationnelle numérique, mais également à évaluer la préparation des banques systémiques à effectuer des tests d'intrusion et à s'assurer que le registre des informations relatives aux contrats de service des TIC fournis par des prestataires de services tiers est bien en place. Que peuvent faire les banques pour s'y préparer, Arnaud? Elles doivent à la fois renforcer leur cybersécurité pour assurer une résilience face à une perturbation opérationnelle grave, mais également accroître les compétences des administrateurs en matière de sujets digitaux. Dernière priorité et non des moindres, la mise en œuvre du paquet bancaire. Si le BA demande aux superviseurs d'évaluer la capacité des banques à satisfaire à toutes les exigences prudentielles, elle souhaite aussi une évaluation de leur capacité à concevoir, construire et maintenir une architecture de données et une infrastructure informatique qui soutiennent leur capacité d'agrégation des données de risque et leur pratique de reporting. Il faut bien avoir en tête que la qualité de la donnée sera une priorité en tant que telle. Il est clairement demandé aux autorités d'intensifier leurs actions en cas de déficience significative persistante des banques. Le BA appelle également les superviseurs à engager un dialogue avec les établissements pour évaluer la capacité de leur direction à garantir la qualité des données. Le BA suivra la manière dont ces sujets clés sont intégrés dans les priorités des autorités compétentes pour 2025 et comment ils font partie de leurs activités de supervision tout au long de l'année prochaine. Et sachez que les observations recueillies alimenteront les conclusions générales de l'EBA sur le degré de convergence des pratiques de supervision. À la suite du report par la Commission européenne de l'application du nouveau cadre de calcul du risque de marché dans l'Union, connu sous l'acronyme FRTB, l'autorité bancaire européenne a publié le 12 août dernier une No Action Letter dans laquelle elle partage ses réflexions sur ce décalage. Dans cette lettre, le BA recommande aux autorités compétentes de ne pas prioriser les actions de surveillance ou d'application des règles concernant les modifications de la frontière entre les portefeuilles bancaires et les portefeuilles de négociation, ni sur les transferts de risques internes entre ces portefeuilles. Le BA précise également que les recommandations faites dans une lettre similaire en 2023 restent valables. Dans sa lettre du 12 août dernier, le BA évoque aussi les conséquences qu'aurait une mise en œuvre anticipée des nouvelles règles FRTB sur la frontière entre les portefeuilles bancaires et de négociation. Oui, l'autorité considère clairement qu'une mise en œuvre anticipée de ces nouvelles règles et les transferts de risques internes avant l'application complète du cadre FRTB serait complexe, parcellaire et coûteuse pour les banques. Elle précise qu'aucune autre juridiction n'envisageant une telle mise en œuvre en 2 étapes, ceci pourrait créer des divergences réglementaires entre les établissements selon l'endroit d'où ils gèrent leurs risques. Passons maintenant à l'actualité de la Banque centrale européenne, avec une consultation lancée le 25 juillet dernier sur un nouveau projet de guide portant sur la gouvernance et la culture du risque. Ce guide met en avant l'importance que la BCE accorde à la diversité et à l'efficacité des organes de direction, qui reste une priorité du mécanisme de surveillance unique.
C'est en effet une priorité car la crise financière mondiale et les faillites de banques ont montré que les déficiences de la gouvernance interne et de la culture du risque peuvent entraîner des difficultés pour les banques. De mauvais processus décisionnels peuvent engendrer des déséquilibres entre la prise de risque et le contrôle du risque, qui peuvent in fine faire peser des risques sur le capital et nuire à la résilience opérationnelle des banques. Dans ce guide, la BCE clarifie ses attentes concernant la composition et le fonctionnement des organes de direction et précise à la fois les rôles des fonctions de contrôle interne, l'importance de la culture du risque et les attentes relatives au cadre d'appétence pour le risque des banques. Ce guide Arnaud viendrait donc remplacer les orientations de 2016 du MSU sur la gouvernance des banques et l'appétence pour le risque. Absolument. Et il donne aux banques une feuille de route pour une gouvernance interne et une culture de risque plus efficace. Le guide reflète les récentes actualisations des normes établies, entre autres par le BA, et donne des exemples de bonnes pratiques recueillies par la BCE depuis plusieurs années. Il vise vraiment à devenir la référence pratique pour les banques. Je me permets de préciser que malgré les progrès déjà réalisés, les banques doivent continuer de travailler à la mise en place des normes de gouvernance. Et la BCE rappelle qu'elle continuera d'intensifier sa surveillance sur le sujet et de prendre rapidement des mesures pour s'assurer qu'elle mette en œuvre des améliorations concrètes. Le cas échéant, la BCE utilisera tous les outils de supervision disponibles pour traiter les constats prudentiels qui n'ont pas encore été corrigés. Cette consultation est ouverte jusqu'au 16 octobre 2024. Vous avez encore quelques jours pour vous exprimer sur le sujet. Toujours dans l'actualité de la BCE et sans transition, quelques mots sur les résultats du stress test cyber mené par la BCE sur le premier semestre que Faisal El Belrami avait présenté sur ses ondes dans l'édition de mars 2024. La BCE a effectivement conclu le 26 juillet dernier son stress test cyber visant à évaluer comment les banques réagiraient et se rétabliraient après un incident de cybersécurité grave mais plausible. L'exercice, débuté en janvier 2024, était fondé sur un scénario fictif où toutes les mesures préventives échouaient et une cyberattaque détériorait sévèrement les bases de données des systèmes centraux de chaque banque. Dans l'émission de mars, on avait vu que cet exercice concernait 109 banques, avec 28 d'entre elles qui ont fait l'objet de contrôles plus approfondis. Le test a montré que les banques disposent de cadres de réaction et de rétablissement, mais qu'il reste encore des améliorations à apporter. Ces dernières ont été invitées à effectuer un test de restauration informatique et à apporter la preuve de son succès. L'échantillon couvrait différents modèles d'activité et implantations géographiques pour refléter l'ensemble du système bancaire de la zone euro et assurer une coordination suffisante avec les autres activités prudentielles. Les résultats de ce test seront pris en compte dans le processus du SREP 2024 et ont aidé les banques à mieux comprendre les forces et les faiblesses de leur cadre de cyber-résilience. Je précise que le cyber-stress test n'ayant pas porté sur les fonds propres des banques, ces résultats n'auront pas d'incidence sur les exigences additionnelles au titre du pilier 2. Avant de terminer ce tour d'horizon de l'actualité bancaire, peut-on dire, Arnaud, très rapidement, quelques mots au sujet des récentes annonces de la Fed et de la PRA portant sur le report de la réforme Bâle III aux États-Unis et au Royaume-Uni. Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale des États-Unis, a effectivement annoncé le 10 septembre dernier que les États-Unis envisageaient non seulement de retarder la mise en œuvre complète de Bâle IV au 1er janvier 2026, mais également d'alléger certaines dispositions. La Réserve fédérale souhaite évaluer les impacts et ajuster les règles en conséquence pour s'assurer que les réformes n'affectent pas négativement le système bancaire ou l'économie américaine. Et au Royaume-Uni ? Le directeur de la PRA, Prudential Regulation Authority, Phil Evans, a confirmé l'engagement du Royaume-Uni à mettre en œuvre la réforme, mais avec des ajustements spécifiques et une flexibilité dans les délais pour tenir compte des réalités post-Brexit et des besoins du marché britannique, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2026, ainsi qu'une période de transition de 4 ans jusqu'en 2030. Si je résume, les États-Unis et le Royaume-Uni reportent l'entrée en vigueur de Bâle III au 1er janvier 2026, alors même que cette réforme entre en vigueur en Europe au 1er janvier 2025, ce qui va indéniablement créer une distorsion de concurrence entre géographies. Ce tour d'horizon est maintenant terminé. Je vous retrouve dans un instant avec nos invités. La Banque centrale européenne a publié le 5 septembre 2024 un premier rapport sur la préparation de l'euro numérique. Ce rapport, initié en novembre 2023, vise à poser les bases de l'émission possible d'un euro numérique d'ici fin 2025.
Il se concentre sur les deux principales catégories de l'euro numérique, à savoir l'euro numérique de détail, destiné aux particuliers et aux entreprises, et l'euro numérique de gros, ciblant les transactions interbancaires et financières. D'un côté, l'euro numérique de détail met l'accent sur la réduction de la dépendance aux fournisseurs de services de paiement non européens et l'autonomie stratégique de l'Europe. De l'autre côté, l'euro numérique de gros se concentre sur l'optimisation opérationnelle. Ces sujets sont portés par les acteurs du marché qui déploient des efforts pour concilier innovation, sécurité et souveraineté dans le domaine des paiements numériques. Pour discuter de ce sujet d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro deux experts dans ce domaine, Guénolé de Cadoudal, directeur en charge des actifs numériques chez Crédit Agricole CIB, et Guillaume Petitpas, associé KPMG en charge des activités de paiement et cash management. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kenza, bonjour Guillaume et bonjour à tous. Et puis vraiment ravi de cette invitation. Bonjour Kenza, bonjour Guénolé et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc explorer les différentes facettes de l'euro numérique. Pour commencer, Guillaume, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'euro numérique et pourquoi la Banque centrale européenne envisage-t-elle sa mise en œuvre ? Alors pour être pédagogique, l'euro numérique est ce que l'on appelle une monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC, ou CBDC en anglais pour Central Bank Digital Currency. Elle est donc différente de la monnaie de banque commerciale puisqu'elle est directement émise et donc garantie par la Banque centrale européenne, comme le sont par exemple les billets de banque. La BCE envisage sa mise en œuvre pour renforcer le système financier européen face à l'émergence de monnaies privées, comme les crypto-monnaies ou les stablecoins, et aussi pour protéger la souveraineté de la zone euro en anticipant les évolutions des paiements et en accroître l'efficacité. Aujourd'hui, on distingue deux types d'euros numériques, celui de détail ou retail et de gros ou wholesale, qui ont deux types d'usages et d'objectifs différents. C'est-à-dire, Guillaume ? Eh bien, l'euro numérique de détail est destiné aux particuliers et propose une alternative digitale aux espèces. L'idée est de répondre à la demande croissante des paiements électroniques instantanés et sécurisés et à la réduction continue de l'usage des espèces, puisqu'on l'oublie parfois, mais le coût des espèces est non négligeable entre création, transport, sécurisation et recyclage. Et les espèces restent évidemment un vecteur d'activité interlope. L'euro numérique de détail pourrait ainsi devenir très vite un outil du quotidien pour effectuer nos achats en magasin, nos paiements en ligne ou les transferts d'argent entre particuliers, que l'on utiliserait via un portefeuille électronique géré par la BCE ou un intermédiaire autorisé. En revanche, il est vrai que l'euro numérique soulève des préoccupations quant à la garantie d'anonymat, ce que procure l'argent liquide, la désintermédiation des banques commerciales et la réduction de leurs dépôts, puisque cela pourrait transférer une partie des liquidités des banques commerciales, affectant ainsi leur ratio de liquidité et donc la capacité à financer l'économie. Et s'agissant de l'euro numérique de gros, Tout d'abord, il est important que nos auditeurs comprennent bien que l'euro numérique de gros couvre d'une part l'activité des banques qui passent par les banques centrales, et d'autre part l'activité interbancaire via le correspondent banking. Et à l'inverse des paiements particuliers, les paiements de gros concernent les transactions significatives, comme les opérations de marché ou les transferts de fonds entre banques pour elles-mêmes ou pour le compte de leurs clients corporate. L'idée avec l'euro numérique de gros est d'optimiser le processus de règlement, notamment sur le volet conformité, en supprimant les contrôles en doublon, d'apporter de nouvelles fonctionnalités liées à la programmabilité de la monnaie numérique. Les smart contracts permettent en effet de relier le paiement à son usage et d'automatiser le déroulé des traitements dès que l'information requise est connue. Et tout ceci amène davantage de sécurité, de rapidité, avec une baisse importante du coût des transactions. Ces 2 euros numériques apporteraient ainsi des bénéfices similaires, bien que les cibles et les usages soient différents. Leur calendrier d'adoption, comme on le verra plus tard, pourrait également être différent. Justement, on parlera tout à l'heure des prochains jalons, Guillaume. Là, vous soulevez des enjeux importants, notamment la désintermédiation potentielle pour les banques commerciales. Guénolé de Cadoudal, donc je me tourne vers vous en tant que directeur en charge des actifs numériques chez CACIB. Comment voyez-vous les implications de l'euro numérique, en particulier pour les banques commerciales comme la vôtre ? Si on se concentre sur les enjeux pour l'activité de gros, l'activité wholesale qui concerne CACIB, en effet, nos clients, ce sont des entreprises qui n'ont pas vocation à détenir ces euros numériques. Néanmoins, ils expriment le souhait de bénéficier des avantages que cette digitalisation leur apporte. Et comme vient de le dire Guillaume, l'instantanéité et la programmabilité des paiements face à son objet. En clair, cette programmabilité apporte la certitude d'avoir la livraison du produit ou du service acheté, d'un côté, et en même temps la certitude de l'exécution du paiement. Et en cas de problème, les deux n'auront pas lieu. Et on appelle ça l'atomicité. Et donc, ça réduit d'autant les réconciliations, les litiges, la gestion des anomalies, etc. Pour une banque commerciale, c'est un défi. Mais aussi, c'est une opportunité de développer des services innovants autour de cet euro numérique. Nos clients, les trésoriers d'entreprise en particulier, sont tous multibancarisés. Et ils cherchent à optimiser l'usage de leurs fonds en ayant la certitude de cette exécution des paiements.
Alors du coup, nous, leurs banquiers, devons en conséquence nous échanger ces fonds au travers de la banque centrale ou au travers du correspondent banking. L'euro numérique de banque centrale, du coup, il intervient à ce moment-là. Et donc, pour répondre à cette demande, nous pensons qu'il faut imaginer un nouveau modèle plus coopératif, plus interbancaire, et un standard blockchain apparaît très approprié. Et chez Cassib, nous avons initié ces travaux. Nous appelons ce modèle SoCash, en anglais Sustainable and Open Cash Framework. Et en quoi consiste plus précisément ce modèle SoCash, Guénolé? Alors, le modèle SoCash permet en fait aux banques d'offrir à leurs clients des comptes bénéficiant des apports de la blockchain. L'instantanéité des transferts, le débit et le crédit sont simultanés entre les comptes, la suppression des cut-off time, une visibilité immédiate sur l'état des opérations et des comptes, une intégration programmable dans le système d'information, et évidemment le tout de manière très sécurisée. Et donc avec ce standard, les banques continuent de choisir leur correspondant bancaire préféré et peuvent facilement intégrer la monnaie numérique de banque centrale dans leur règlement. Le tout sans avoir l'obligation de s'appuyer sur un prestataire unique, favorisant ainsi la compétition et l'innovation des acteurs. Technologiquement, le modèle est open source, du coup, il s'appuie sur des smart contracts qui représentent une extension du système back-office de chaque banque. En bref, SoCash reprend le meilleur des stablecoins, dont parlait Guillaume tout à l'heure, et des dépôts tokenisés. Cette façon d'aborder le challenge posé par l'euro numérique met en lumière des opportunités de services nouveaux pour les clients. Sans en dire trop, on peut citer la création de paiements transfrontaliers avec du change réellement instantané, et donc apporter une sérénité aux trésoriers. Bon, la route est encore longue pour valoriser ces technologies, mais d'une part, la preuve technologique est faite que c'est faisable, et d'autre part, la réglementation ne s'y oppose pas. Il reste donc à faire connaître ces approches et aux banques de voir, de comprendre qu'elles ont tout à y gagner. De belles perspectives, donc. Et pour les plus curieux de nos auditeurs, ils peuvent retrouver le lien du standard SoCash sur l'application Radio KPMG. Guillaume, comment voyez-vous l'évolution des paiements internationaux avec l'introduction de l'euro numérique, en particulier concernant les relations commerciales entre les différentes régions du monde? Tout d'abord, il faut rappeler que les paiements internationaux ont déjà beaucoup évolué ces 10 dernières années, partant d'une situation où il fallait généralement attendre plusieurs jours pour être crédité, via un processus de bout en bout complexe et onéreux, parfois très manuel. Un certain nombre d'initiatives ont depuis notamment été lancées par SWIFT et les banques, en partie aidées par la pression des fintechs, ce qui a permis d'optimiser la qualité de service, le coût des transactions et la rapidité des échanges. Globalement, le marché s'est ainsi homogénéisé vers le haut, mais il reste des améliorations importantes que les MNDC de gros pourraient apporter. À mon avis, à court terme, l'amélioration majeure, au-delà de l'instantanéité des échanges entre parties prenantes, résidera sur des simplifications et des automatisations de processus, avec une réduction des risques dans les transactions, notamment le risque de règlement. L'instantanéité aura pour conséquence d'étendre au niveau international celle qui a déjà été construite au niveau local et de pouvoir ainsi globalement fluidifier l'usage de la liquidité, quelle que soit la localisation du donneur d'ordre et du bénéficiaire, leur devise et type de paiement, et cela à tout instant. Enfin, autres évolutions que je vois avec l'introduction de l'euro numérique, ce sont les nouvelles fonctionnalités apportées notamment par les smart contracts, qui devraient également participer à la stimulation de l'innovation, amenant de nouveaux services dont les banques et les clients pourront bénéficier. Gestion des contrats commerciaux, supply chain automatisée et open finance sont des sujets qui pourraient par exemple profiter de ces innovations. Voici des évolutions prometteuses, à la fois pour les banques, mais aussi pour leurs clients. Du côté des établissements financiers, Guénolé, quels défis spécifiques devront-ils surmonter pour intégrer l'euro numérique dans leurs opérations quotidiennes? Alors, le premier défi est avant tout l'alignement du secteur bancaire sur une approche commune. En effet, les banques ne pourront rien toutes seules, surtout dans le monde wholesale. En Europe, peut-être, plus qu'ailleurs, aucune banque n'est assez grosse pour imposer son standard, son modèle ou son approche. Nous avons ici une opportunité intéressante avec le projet Agora auquel Cassib participe pour faire émerger un standard au-delà du seul niveau européen. Ce projet repose sur le concept de ledger partagé, ou Unified Ledger, permettant de répliquer le modèle du correspondent banking sur la technologie blockchain. De ce point de vue, SoCash pourrait être un point de départ. Un autre défi est celui d'une infrastructure commune qui respecte à la fois la réglementation et la souveraineté de chaque pays et qui garantisse une concurrence saine entre les banques. Technologie, business model, réglementation et politique risquent donc de s'entremêler pendant quelques temps. Ensuite, il faudra investir progressivement, mais probablement de manière importante, pour permettre la transition des flux actuels vers des flux en monnaie numérique. Les modèles de nos infrastructures de marché, SWIFT par exemple, devront s'adapter à mesure que l'usage se développe. À noter que le réseau SWIFT, sur lequel les banques s'appuient actuellement, n'est pas resté inactif face à ces évolutions.
Véritable levier pour l'adoption de standards, il est amené à jouer un rôle décisif dans la modernisation et la transition vers le numérique. Alors, je me tourne vers vous, Guillaume. À votre connaissance, quels sont les prochains jalons de l'euro numérique et que peuvent attendre les acteurs du secteur bancaire dans les mois et les années à venir? Pour bien répondre à cette question, il faut distinguer les deux euros numériques qui n'ont pas le même calendrier. En effet, pour l'euro numérique de détail, le planning est porté par un processus législatif et des discussions entre acteurs du marché sont en cours. Il est donc difficile à ce stade de donner une date d'adoption. Néanmoins, la cible affichée aujourd'hui est plutôt 2027-2028. Pour l'euro numérique de gros, la Banque centrale européenne a déjà lancé plusieurs consultations et plusieurs expérimentations qui se terminent fin novembre 2024. Le processus commence tout juste et ainsi les acteurs du marché se positionnent entre un besoin à court terme de cet euro numérique de gros et une solution plus fiable et plus complète à long terme. Donc donner une date à ce stade paraît un petit peu difficile. Quoi qu'il en soit, les acteurs du secteur bancaire devront se préparer activement à ces évolutions. Cela signifie non seulement suivre de près les développements autour de l'euro numérique, mais aussi anticiper ses impacts sur la gestion des liquidités, les modèles de risque et de revenus, et bien sûr les infrastructures de paiement. La BCE proposera probablement des mécanismes de transition pour aider les banques à s'adapter progressivement, mais celles qui sauront se montrer proactives auront évidemment une longueur d'avance. Guénolé, pour conclure, avez-vous un dernier mot sur ce que réserve l'avenir de l'euro numérique aux banques commerciales? Du côté des banques commerciales et de Cassib en particulier, nous travaillons depuis plusieurs années sur la technologie blockchain et les opportunités qu'elle offre. Les régulateurs et les banquiers centraux se sont aujourd'hui saisis du sujet et mènent les travaux. La Banque de France, la Banque centrale européenne, les autorités de Singapour, la BRI. On peut dire que cette transformation digitale va connaître une accélération et que, de possible, elle devient très probable. Enfin, au-delà du seul secteur bancaire, ce sujet s'inscrit, à mon avis, en réalité dans une tendance plus profonde. Le désir d'instantanéité. On veut être informé tout de suite, être livré rapidement, payer instantanément. La vie s'accélère en fait. Les flux financiers aussi. Nos clients, particuliers et entreprises, le demandent. Les banques centrales vont devoir y répondre. Notons l'exemple du SEPA Instant Credit Transfer qui deviendra gratuit en 2025 et l'euro numérique retail dont nous parlait Guillaume, lui aussi, paiement instantané. Modestement, mais certainement, Cassib contribue à ces évolutions à son échelle et en se préparant activement. Un grand merci à vous deux pour ces analyses riches et instructives. Vous nous l'avez dit, les perspectives qu'offre l'euro numérique sont prometteuses et même enthousiasmantes. Nous allons donc, bien entendu, continuer de suivre le sujet dans cette émission. Poursuivons cette émission avec la chronique de Sylvie Miette, dédiée au sujet ESG. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur le discours de Frank Elderson, membre du comité exécutif de la Banque centrale européenne, prononcé le 6 septembre dernier. Dans cette prise de parole, la BCE traite des risques écologiques, en particulier ceux liés à la biodiversité, et de leurs conséquences judiciaires pour les banques centrales et les superviseurs. Ce discours met en lumière l'augmentation des litiges liés à la nature, avec des actions en justice de plus en plus courantes contre les entreprises, les gouvernements et les banques. Les plaignants appuient leurs arguments juridiques sur les droits fondamentaux. Frank Elderson note aussi que le retour d'expérience sur des litiges climatiques, qui a permis des avancées importantes, sert maintenant de modèle aux litiges concernant la nature. Il cite l'exemple d'entreprises poursuivies en justice parce que leur activité a entraîné de la déforestation ou a dégradé des écosystèmes. Et par effet ricochet, les banques qui financent ces activités peuvent également être inquiétées. Dorénavant, les risques écologiques, notamment la dégradation des écosystèmes, sont perçus comme une menace pour la stabilité économique et financière. Dans son discours, la BCE a aussi insisté sur le fait que les superviseurs doivent considérer dans leur mandat les risques liés à la nature. Car même si les gouvernements sont en première ligne, les banques centrales doivent surveiller ces aléas comme des facteurs de risque économique et financier, affectant la stabilité des prix et l'économie au sens large. Par exemple, les pertes de biodiversité peuvent réduire la résilience économique, influençant ainsi la stabilité des prix, un objectif clé de la BCE. Frank Elderson a également précisé que les banques doivent aligner leur gestion des risques sur ces nouvelles réalités sous peine de sanctions. Il a rappelé que le cadre réglementaire du secteur financier impose des délais précis aux banques pour intégrer ces risques dans les évaluations de matérialité environnementale. Depuis 2020, la BCE exige en effet que les banques identifient, évaluent et gèrent les risques climatiques et environnementaux, y compris ceux liés à la nature, à la pollution ou à l'eau. En 2023, plusieurs banques ont été menacées de sanctions pécuniaires si elles ne mettaient pas en œuvre le plan de remédiation relatif à l'évaluation de l'impact du risque climatique sur leur business model. Rappelons que les superviseurs ne considèrent pas les risques liés à la nature comme une catégorie distincte, mais comme un facteur amplifiant les risques traditionnels, comme le risque de crédit, le risque de réputation ou encore le risque opérationnel. Pour conclure,
Je dirais que si ce discours met en évidence l'importance croissante des risques environnementaux, il souligne surtout la responsabilité des superviseurs, des banques centrales et des banques commerciales dans la gestion de ces risques, avec à la clé des conséquences multiples, qu'elles soient réglementaires, financières et même judiciaires. Avant de terminer cette émission, sachez que comme chaque année, KPMG organise à la Salle Gaveau, le 28 novembre prochain, sa conférence annuelle Arrêté des comptes, banques et assurances. En présence de nos experts, d'institutionnels et d'invités, cette conférence abordera l'actualité financière, réglementaire et ESG de l'année. En clair, une journée indispensable pour préparer sereinement la clôture 2024 en matière comptable et de durabilité. Nous vous attendons nombreux. Pour vous inscrire à cette conférence, rendez-vous sur kpmg.fr. Enfin, clôturons cette émission par quelques conseils de lecture. Sont parus cet été notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 30 juin 2024 et notre numéro ActuBank du mois de juillet. Ces 2 publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci pour votre attention et pour votre fidélité. Rendez-vous le 12 novembre prochain pour une nouvelle édition de Fréquence Banque. Très bonne journée à toutes et à tous. KPMG Fréquence Banque.